nous sommes en direct avec le papa de Maël qui a accepté notre invitation. Bonjour Mickaël Gauthier, merci beaucoup de nous rejoindre ce matin sur BFM TV. J'imagine votre soulagement ce matin. Oui, bonjour. Oui, c'est un gros soulagement. Après 3 mois de déscolarisation, on peut souffler. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché finalement cette solution? J'en ai aucune idée. Voilà, c'est peut-être à force de passer devant les caméras où on nous a vraiment écoutés, où des informations sont descendues. Après, moi, j'ai eu juste le recteur de Dijon hier au téléphone qui m'a dit que les parents du harceleur avaient accepté la proposition de changer leur fils d'école. Mhm. Alors, on est heureux pour vous, évidemment, parce que c'est la fin d'un cauchemar qui a trop duré, parce que le harcèlement, il s'est étalé sur une très très longue période, en réalité. Oui, on a découvert ça en 2021, en décembre 2021, sauf que ça faisait déjà 2 ans que ça durait. Et on n'avait rien vu, en fait. Les enfants savent très bien cacher tout ce qui se passe dans une école pour pas nous inquiéter. Mhm. Comment vous avez découvert, justement, ce qui s'est passé? Et c'est sa sœur en fait Mhm. qui nous a dit un beau soir qu'il était embêté dans la cour de récréation et parce que ça faisait quelques jours que je le voyais, quelques semaines que je le voyais pas en forme. Mais il y avait toujours une bonne excuse. Est-ce que vous avez compris tout de suite la gravité de la situation? Alors oui, parce il a dû me parler. Je lui ai dit, toi, faut que tu me parles. Et ce qu'il m'a dit sur le premier coup, j'ai dit tout de suite, t'es harcelé. Lui, il savait pas ce que ça voulait dire, mais j'ai compris tout de suite. Mais voilà, c'est avec le temps, avec ce qui s'est repassé par la suite, là, on a vraiment compris que c'était trop, trop, trop grave. Mhm. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agissait, je vous propose qu'on réécoute ensemble Maël, justement, hein, qui, du haut de ses 10 ans, décrivait à notre reporter Olivier Jouglard, il y a quelques jours, ce qu'il avait subi. Écoutez. Ah, je ne peux plus retourner à l'école parce que je me suis fait taper, j'ai eu des insultes. Je peux plus retourner à l'école parce que j'ai peur de l'harceleur, de celui qui m'agresse. Euh, il m'a dit des insultes, il disait que j'étais un fils de pute, ouais, des trucs comme ça. Et ça, j'ai pas aimé, donc on était obligé de faire à la maison parce que c'était plus possible. Au début, c'était que des insultes et au tout début, c'était t'es trop petit et tout. Après, ça a commencé avec les insultes, t'es moche, t'es nul, t'es con et des trucs comme ça. Et après, ça a continué avec des coups de plus en plus forts et partout. J'ai reçu beaucoup de coups et c'était pas juste des coups comme ça. C'était des coups, en plus, c'était fait exprès et ça faisait très mal. Tu en as parlé aux adultes de l'école? Non. Pourquoi? Je pouvais pas leur faire confiance. J'essayais de leur dire ce qui se passait, mais ça faisait rien. Mais j'y ai dit, mais ça faisait rien. C'était juste des arrêtés et tout, mais ils continuaient après. Donc ça servait plus à grand chose à la fin. Bon, je vous cache pas, Mickaël, qu'on est autour de la table ici tous pères, mères de famille, ça nous arrache le cœur hein, d'entendre ça. J'imagine que pour vous aussi c'est difficile, mais il a fallu réagir, il a fallu trouver des solutions. Et en fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi les solutions sont pas évidentes dans ces moments-là. Mais en fait, ce qu'on comprend a posteriori, c'est qu'on ne peut pas exclure, par exemple, un enfant de cet âge-là. Je parle de l'enfant harceleur, c'est ça aussi. Vous êtes un peu heurté à un mur, finalement. Ah oui, on s'est heurté à beaucoup de murs même. Mais oui, il n'y a pas de loi pour protéger les victimes dans les écoles, en fait.
Euh, on nous a tout le temps dit, partez, C'est ça. partez, on peut rien faire pour vous. C'était ça. Et là, vous avez dit l'heure de non. réunion. Là, vous avez dit non. Moi, j'ai dit non, oui, parce que voilà, pour moi, c'est pas une victime qui doit se rabaisser encore plus, qui doit subir ça, le changement d'école. Et je leur ai dit, c'est pas mon fils qui partira parce qu'il a pas envie de partir. Donc, je leur ai dit que je me battrais jusqu'au bout. Depuis le début, hein, je leur ai dit de toute façon, ça a été un combat pour faire reconnaître le harcèlement scolaire par l'éducation nationale. Et après, ça a été un combat pour que l'autre famille parte. Mickaël, vous voulez bien rester avec nous? Véronique Fèvre, notre spécialiste éducation, est à mes côtés pour essayer de comprendre un peu ce phénomène. Parce qu'il y a votre histoire, bien sûr, mais en réalité, ce qu'on découvre, et c'est pas facile d'ailleurs, parce que les statistiques, elles sont pas évidentes, c'est que ça touche énormément d'enfants, en réalité. Absolument, oui. Alors, les associations disent qu'en général, ça touche un élève sur 10, mais c'est une estimation, puisque quand on fait des enquêtes plus poussées, on n'a que du déclaratif. On est à 2,6% d'élèves en CM1, CM2 qui subissent un harcèlement. Ça paraît beaucoup plus faible, et 5,6% au collège. C'est encore quelque chose qu'on a du mal à quantifier, parce qu'il y a aussi une loi du silence. La loi du silence, vous l'avez vécu, Mickaël. Racontez-nous ce qui se passait quand on interrogeait les autres élèves. C'est ça qui est difficile, parce qu'on comprend toujours qu'il y a un harceleur. Mais s'il y a un harceleur qui agit en impunité, ça veut dire que les autres élèves ont une attitude pas de soutien, mais en tout cas, ils ne protestent pas, ils ne défendent pas. Vous êtes d'accord, Mickaël? Oui, on n'a pas eu beaucoup de soutien d'autres parents. Après, on ne l'a pas forcément demandé. Moi, il y a quand même eu un enfant qui est venu me voir pour me dire, Monsieur, votre fils, il se fait toujours taper dans l'école. Donc, c'est compliqué le problème du harcèlement, même pour une victime, c'est compliqué de faire ces démarches-là parce que on a peur d'être mal vu, on a peur de ce qui peut se passer par la suite. On a un petit village aussi, donc tout le monde se connaît, donc voilà. Ouais, on va pas la tête haute à l'école. Ouais. Quelle est la responsabilité, Véronique, de l'institution scolaire dans cette affaire? Est-ce que, vous disiez, il y a une loi du silence, mais est-ce que aussi au niveau de l'institution, on a du mal à accepter, notamment chez les petits, parce que c'est ça aussi qui est frappant dans l'histoire de Maël. Ce sont des petits. Au collège, on le sait. La classe de 4e, par exemple, est une classe où le harcèlement est beaucoup plus généralisé et on a peut-être plus d'outils pour lutter. Mais là, c'est des petits. Alors oui, c'est vrai qu'au collège, il y a eu une vraie prise de conscience. Et d'ailleurs, les collèges, à partir depuis la rentrée, ils sont tous entrés dans ce qu'on appelle le programme phare, qui est un programme multimodal où on est censé avoir 5 personnes ressources qui sont formées et les écoles primaires devaient rentrer dans ce programme. Mais dans les faits, elles n'y sont toujours pas rentrées. Donc, parce qu'il y a eu la pandémie, parce qu'il y a des formations prioritaires. Et finalement, on sent que cet apprentissage pour ces formations des personnels sur la question du harcèlement, qui nécessite vraiment des formations très techniques, eh bien, elles ne sont pas faites au primaire. Je parle notamment de la formation à la préoccupation partagée, qui n'est pas encore assez généralisée. Cette formation, elle est nécessaire pour prendre les choses, je dirais, au moment où elles apparaissent, savoir détecter le harcèlement. Parce que ce qui est arrivé au fils de Mickaël, c'est que, par exemple, quand il a commencé à répondre à son harceleur et à frapper celui qui l'avait frappé, c'est lui qui a été puni. Donc, si vous n'avez pas des personnels formés qui savent détecter ces situations, qui savent vraiment analyser les choses quand elles se passent, mais c'est difficile. Et puis, la deuxième chose, en dehors de cette formation à la préoccupation partagée, le deuxième aspect, c'est les sanctions. C'est-à-dire que quand on a posé la question à l'Académie sur les sanctions qui avaient été décidées pour l'élève qui embêtait Maël et d'autres camarades, on nous a dit qu'il a été réprimandé.
Mais réprimander, ça n'est pas clair, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui est important, c'est que les écoles réussissent à dépasser ce tabou de la sanction, puissent dire, dès le début de l'année, eh bien oui, si on a un élève harceleur, il peut être exclu temporairement de la classe pour aller dans une autre classe. Il y aura une prise en charge. Il y aura des conséquences qui pourront aussi peser parfois sur les parents, parce que oui, pendant quelques jours, vous devrez garder votre enfant parce qu'il aura été exclu et on aura considéré qu'il aura fait du mal aux autres. Il n'y a pas d'échelle de sanction et c'est vraiment un tabou, contrairement au collège et au lycée. Ça, c'est un point sur lequel il faut que les écoles primaires avancent. Michael, vous allez rencontrer Brigitte Macron, je crois, à sa demande. Vous pouvez nous le confirmer et nous dire ce que vous avez envie de lui dire. On sait qu'elle est très sensibilisée à cette question du harcèlement à l'école. Alors oui, j'ai eu son cabinet hier au téléphone et j'ai proposé de la rencontrer pour mettre nos idées sur la table parce que ça nous a touchés, voilà, ça nous a impacté énormément là, pendant un an. Et puis maintenant, on se dit que il n'y a pas que Maël. Et si on peut aider, si on peut essayer de trouver des changements au niveau de l'éducation nationale, au niveau des lois ou de la prise en charge de tout ça, c'est-à-dire, comme vous disiez juste avant, les sanctions. Quand les sanctions viennent d'un directeur d'école, je pense que des parents vont prendre en considération tout de suite le problème qu'une famille qui dit votre fils il est harceleur, il harcèle mon fils. Je pense qu'on n'aura pas la même vision de ça et ça peut être pris plus au sérieux par une famille. Merci en tout cas, Michael, pour votre témoignage ce matin. Maël, ça va ce matin? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Maël, oui, Maël, je l'ai vu au sorti du lit et il avait le sourire, donc ça va très bien. Voilà, il a hâte de retrouver ses copains, donc je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous avez fait et c'est gentil, tout le soutien qu'on a eu, l'aide de chez vous, tout ça, merci à vous. Mais c'est évidemment normal pour nous de relayer ce genre de choses. Et vous pensez qu'il va pouvoir retourner quand? Dès lundi? Vous l'imaginez en cours, en classe? J'espère. Après, j'ai pas eu de nouvel appel du recteur ou de l'académie de notre circonscription. Donc, on verra. J'espère lundi. Après, il faut qu'on rencontre aussi un peu tout le monde parce que voilà, on réfléchit aux répercussions que ça peut avoir. Il va y en avoir forcément et on veut pas que ce soit lui qui subisse. Tout ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas. J'ai pas demandé son accord. J'ai dit, je prends ça en main, je m'en occupe. Et si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est à moi qu'il faut venir parler. Et c'est pas lui qui doit en subir, on va dire, les conséquences. Merci beaucoup, Michael Gauthier. Merci pour votre témoignage ce matin en direct sur BFM TV.